Président. Bonjour. Nous sommes installés ici au Palais Brongniart à Paris où sont réunis depuis hier une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement. Un sommet pour concilier le climat et le développement. Pour vous interroger ce matin à mes côtés, je les salue, Mounia Daoudi de Radio France Internationale et Stéphane Ballong de France 24. Monsieur le Président, est-ce que c'est juste un sommet de plus pour sauver la planète? Non, d'abord, c'est pas ce que sauver la planète, c'est essayer de réconcilier, vous l'avez parfaitement dit, la lutte contre la pauvreté, la lutte pour la biodiversité et la lutte contre les dérèglements climatiques. Et l'objectif, c'est pas de faire en effet un sommet de plus, c'est d'abord, et ça a beaucoup de sens, de réunir des dirigeants venant de tous les continents. Parce que nous vivons un moment de fracture et de risque de fracture autour de la guerre en Ukraine et de l'agression russe, et au fond d'une division du monde. On ne peut régler aucun de ces problèmes si le monde se divise. C'est le premier intérêt. Ici à Paris, la planète est là. Le Premier ministre chinois, le président brésilien, le président sud-africain et beaucoup d'autres dirigeants, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Vietnam, les États-Unis, l'Europe. La deuxième chose, c'est que ce sont des actions très concrètes. On a lancé il y a 2 ans à Paris la réattribution des droits de tirage spéciaux du FMI vers les pays les plus pauvres, en particulier africains. On a dit qu'il faut qu'au moins 100 milliards d'euros soient réalloués. On l'annonce aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a poussé tout le monde à tenir ses engagements et nous, Français, nous allons réallouer 40% de nos droits de tirage spéciaux. C'est du concret. On finalise aujourd'hui, Nick Stern et plusieurs collègues l'ont dit hier, les 100 milliards d'euros pour le climat du nord vers le sud, qui est un engagement qui date de 2015. Oui. Et on lance en même temps un fonds pour la biodiversité et la préservation des forêts qui a vocation à atterrir à la COP. Et puis il y a des choses très concrètes qui se font pendant ce sommet. La restructuration de la dette de la Zambie, qui traînait depuis des années, nous l'avons conclue hier. Parce que précisément, la Chine est là, et on avait besoin de la Chine pour le faire. Si vous voulez bien le Sénégal conclut son accord de transition climatique. Donc c'est très concret, c'est de la mobilisation. On va parler du Sénégal. Est-ce que c'est aussi une façon pour vous, Emmanuel Macron, de vous racheter en quelque sorte? Est-ce que vous dites, depuis 6 ans à l'Élysée, on n'a pas tout bien fait là-dessus, sur le climat? Écoutez, non, j'ai jamais pris les choses comme ça, et je savais, une des premières choses que j'ai faites, c'était cet appel « Make our planet great again ». Donc je crois qu'on est cohérent, on fait des efforts en France. Et d'ailleurs, ça nous est reconnu, puisque l'inaction climatique valait pour la France sur la période 2015-2018, je le rappelle toujours. Depuis, nous n'avons pas été condamnés pour inaction climatique. Nous avons, sur la période 2017-2022, doublé nos réductions d'émissions et nous continuons. Mais on ne respecte pas, par exemple, nos engagements sur les énergies renouvelables. La France est même le seul pays en Europe. Vous avez raison qu'on est un petit peu derrière. On va les rattraper, nous allons être dans la trajectoire. Par contre, nous respectons nos engagements de baisse d'émissions, ce qui est au final le plus important. Et donc, moi, je tiens à cela, et nous allons continuer, on va redoubler d'efforts par la planification. Non, c'est simplement qu'on essaie de tenir tous les bouts. La France, c'est 1% des émissions mondiales. Et donc, on fait ça. À côté de ça, on produit, par exemple, le secteur de l'aéronautique. On parle en ce moment même, il y a le salon du Bourget où j'étais en début de semaine. Le secteur de l'aéronautique, c'est 3 à 4% des émissions mondiales. Mais la France produit la moitié des avions. Si on arrive à décarboner ce secteur, nous, on peut être vraiment les champions d'une décarbonation de tout un secteur qui, à soi seul, si on enlève 50% dans les prochaines années, va nous permettre d'avoir un effet de réduction d'émissions quasiment équivalent à l'effort de la France. Mais à côté de ça, on doit avoir un effet d'entraînement. Et c'est ce qu'on a fait à travers nos One Planet Summit, nos One Forest Summit. Sur les sujets du climat et de la biodiversité depuis 6 ans, je dirais depuis presque 10 ans, la France a un effet d'entraînement de toute la planète et nous tenons nos engagements là aussi, y compris en financement, parce que nous avons augmenté notre aide publique au développement de 50%. C'est ce qui a été voté au quinquennat précédent. Monsieur le Président, vous avez parlé d'un monde fracturé. Il y a d'un côté l'Occident qui a son agenda climatique et de l'autre les pays du Sud dont la priorité est de lutter contre la pauvreté et l'insécurité. Est-ce que finalement ces 2 positions ne sont pas un peu inconciliables? C'est le grand risque. C'est pour ça que le premier principe que j'ai posé hier en ouvrant cette conférence, c'est on ne doit mettre personne en situation de choisir entre la pauvreté, le climat et la biodiversité. C'est impossible. Et donc ce qui ne va pas, c'est quand on donne le sentiment, en quelque sorte, qu'on donne des leçons. Vous n'avez pas le droit de développer tel projet parce qu'il n'est pas bon pour la planète. C'est tout le débat, par exemple, qu'il y a eu en Afrique, si on est très transparent, sur la question du gaz. Alors justement, prenons l'exemple du Sénégal. Oui. Vous avez annoncé hier 2,5 milliards d'euros de soutien au Sénégal pour le renouvelable. Est-ce que ça veut dire que le Sénégal doit renoncer à exploiter son gaz? Non. En fait, l'accord qui est l'accord de transition juste en matière d'énergie pour le Sénégal, comme nous l'avons d'ailleurs fait pour l'Afrique du Sud, pour l'Indonésie et pour quelques autres pays, c'est un accord qui vise
à leur permettre d'avoir une transition qui produit, qui crée de la richesse, et donc aussi de l'électricité pour produire, et qui réduit les émissions. Le Sénégal s'engage à avoir 40% d'énergie renouvelable dans son mix, mais il va développer du gaz. Mais cela se fait sous forme de prêt. Est-ce qu'on n'endette pas le Sénégal pour justement... Non, parce que derrière, il y a des activités qui sont rentables. Et donc, il y a des prêts concessionnels. Simplement, on les fait à des conditions très avantageuses sur du très long terme. Mais pour le cas du Sénégal, on va lui permettre aussi de développer ses projets gaziers. Pourquoi? Parce que le gaz est une énergie de transition et on sait que la planète en aura encore besoin pendant des décennies. Ce qu'on veut faire, c'est on veut sortir les grands émergents du charbon. Ça, c'est la priorité si vous voulez gagner la bataille du climat. Et on veut permettre aussi aux pays de se développer de la meilleure manière possible. Pour le Sénégal, ça va être le gaz et d'accroître le renouvelable. Mais 40% de renouvelables en 2030, sachant qu'ils vont en plus faire du gaz, c'est très exigeant pour le Sénégal. Et donc ça justifie qu'on ait cet engagement, mais ça va aussi permettre au Sénégal de se développer. Ce qui ne va pas, c'est si on leur dit « vous avez du gaz, mais vous n'avez pas le droit de l'utiliser », alors même qu'en Europe, vous avez des pays qui rouvrent des centrales à charbon. C'est totalement aberrant. Maintenant, je vais vous faire toucher du doigt une chose. Personne ne peut réussir si on ne gagne pas ce combat conjoint pauvreté-climat. Et moi, je pense qu'on ne peut pas choisir. Les pays du Sud sont des réserves de biodiversité et aussi des poumons pour la planète. Monsieur le Président. Et donc en particulier nos forêts. C'est pour ça que le grand fonds qu'on lance pour les forêts est clé. Et donc on doit faire les deux en même temps, comme dirait l'autre. Monsieur le Président, nous parlions à l'instant de la dette. La dette, justement, cela fait des années qu'on parle d'allègement, de restructuration. Cela fait des années que rien ne change véritablement. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement annuler cette dette? Alors d'abord, il y a des choses qui changent. On l'a fait pour le Tchad, et là je le disais, on conclut pour la Zambie. Annuler. Cela a pris 3 ans quand même. Oui, ça devait être vous savez, une solution. La France joue un rôle pivot. Mais quel est le problème qu'il y a derrière? C'est qu'il faut avoir des modèles de financement durable. Si vous annulez du jour au lendemain la dette, le jour d'après, plus personne ne prête. Si vous dites à tous les prêteurs, on efface tout. Le jour d'après, comme ce sont des modèles qui ne sont pas soutenables, qui ne se financent pas tout seuls, bon courage pour aller chercher des gens qui vont vous prêter à nouveau. Ça ne marchera pas. Ce qui n'est pas supportable, c'est qu'il y ait des économies aujourd'hui qui en fait ont des trésors de biodiversité, qui sont clés pour l'avenir de la planète, qui ont de la démographie et la jeunesse de l'humanité, et qu'on ne finance pas bien et qui... Aujourd'hui, pour qu'ils se financent, coûte beaucoup plus cher. Donc j'essaie de vous répondre de manière structurée. Ce qu'il faut faire pour ça, c'est restructurer très vite leurs dettes. Le gros problème qu'on a eu ces 15 dernières années, c'est qu'en fait, quand on restructurait la dette, nous, pays européens, américains, etc., pays du G7, au fond, les mêmes pays à qui on enlevait cette dette allaient la recontracter auprès de la Chine. C'est ça ce qui n'a pas marché. Et il faut être très honnête, c'est ce qui s'est passé à peu près partout sur le continent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait il y a 2 ans, sur une initiative française, dans un G20 présidé par l'Italie? On a créé un cadre global, on a dit aux Chinois, il faut que vous veniez. Ce cadre global, on l'a appliqué pour le Tchad et là pour la Zambie. Parce que plus personne, même nous quand on pousse et qu'on dit on va restructurer la dette, abandonner vos créances, comme nous on l'a fait d'ailleurs pour le Soudan. Les gens se retournent vers nous et disent non arrêtez, on va nous abandonner de la dette. Mais ce cadeau, en quelque sorte, qu'on va faire, les mêmes pays vont le faire pour aller contracter de la dette auprès de la Chine. Est-ce que c'est un problème? Donc là, tout le monde a fait l'effort. Est-ce que c'est un problème, la dette contractée auprès de la Chine? Est-ce que c'est un piège pour les pays pauvres? Si elle dépasse un certain niveau, oui. Et donc, on doit avoir un cadre commun qui est plutôt le cadre de l'OCDE. C'est-à-dire, il définit ce qu'est une dette qui est soutenable. Et c'est à peu près comme vous, c'est la même chose que le surendettement pour une famille. La dette n'est pas une mauvaise chose quand elle vous permet de démarrer. Nous, Européens, on a financé nos modèles par la dette après la Deuxième Guerre mondiale. Et vous avez raison, cette dette, il faut savoir l'abandonner quand des pays sont en train de faire les réformes et les transformations. C'est ce qu'on fait là pour la Zambie. Ça s'appelle une restructuration. Simplement, il faut que tous les pays les plus riches, la Chine incluse, soient autour de la table. C'est ça ce qu'on fait et qui est innovant. Et c'est comme ça qu'on sortira de ce piège. Vous en avez parlé avec le Premier ministre chinois hier? Bien sûr, j'en ai parlé d'abord au président chinois quand j'y suis allé. C'est ce qui fait qu'il a envoyé ici son Premier ministre. Et c'est ce qui a fait, comme vous le dites très bien, pour la Zambie, on attendait depuis 3 ans, et ils sont là. Et on va devoir continuer sur des pays comme le Ghana et d'autres qui sont en grande difficulté financière. On doit faire ces restructurations. Maintenant, il faut être clair. Notre approche du financement des économies en Afrique n'est plus le bon. Donc oui, on doit restructurer les dettes, beaucoup plus fortement, pour permettre de redémarrer. 2, on doit mieux rémunérer
les trésors de biodiversité qu'il y a en Afrique, en Amérique latine et en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est. Ces fameuses forêts tropicales. C'est ce qu'on lance là avec justement ce fonds pour la forêt et la nature, avec des contrats qu'on va faire pays par pays. Et ensuite, oui, nous devons accepter de dépenser plus. On doit mieux mobiliser, et c'est une des conclusions très pratiques de ce sommet. La Banque mondiale et le FMI changent complètement de logique et vont mettre beaucoup plus de financement. Mais surtout, il ne faut pas oublier, et c'est absent de notre discussion à ce stade, il faut mobiliser beaucoup plus de financement privé. Eh bien, j'allais y venir justement, ça tombe bien, Monsieur le Président. On est installé ce matin à la Corbeille, c'est l'ancien temple de la finance, l'ancien siège de la Bourse à Paris. Sans l'argent des milliardaires, sans l'argent des grandes entreprises, vous dites on n'y arrivera pas. Exactement. Oui. Alors, c'est pour ça il y a deux choses à faire. Il faut, à chaque fois qu'on met 1 euro d'argent public, mobiliser 1 euro d'argent privé. Pour les pays les plus pauvres, on n'y arrivera pas tout de suite. Mais pour des pays en développement, les pays à revenus intermédiaires et les émergents, c'est possible. Qu'est-ce qui manque pour cela ? Il faut d'abord qu'à chaque fois qu'on ait un programme, on est sûr que l'argent privé ne pourrait pas mieux le faire. Ça arrive parfois avec des programmes de la Banque mondiale et du FMI. 2, il faut avoir une méthode différente avec ce qu'on appelle un effet de levier. C'est l'engagement qu'on a pris hier, c'est de se dire, quand on met 1 euro d'argent de la Banque mondiale, on a au moins 1 euro d'argent privé. C'est fondamental. Et c'est pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit en quelque sorte enlever du risque. Pourquoi l'argent privé ? Il y en a beaucoup. Depuis 5 ans, c'est pour ça que la France se mobilise énormément. Dans ces One Planet Summit, on mobilise tous les fonds souverains, tous les grands gestionnaires d'actifs, tous les fonds de financement privé. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent, nous, on ne va pas dans tel pays parce qu'il y a un risque de change. On ne va pas dans tel pays parce qu'il y a un risque politique. On ne va pas dans tel pays parce qu'en fait, s'il y a des pertes trop importantes pour nos actionnaires, ils ne nous suivent pas. Le secteur privé, il cherche à faire un certain niveau de profit. Il ne va jamais faire des bénéfices, oui. Et donc, qu'est-ce que nous, on doit faire si on veut démultiplier l'argent public qu'on met ? C'est faire de l'innovation pour avoir des mécanismes qui sont plutôt en garantie, en prise de première perte, pour déclencher ces investissements privés. Ça, c'est la première mobilisation. Oui, il y aura bientôt, dans quelques mois, Monsieur le Président, un impôt minimum mondial sur les grandes entreprises. Au risque de vous faire bondir, est-ce qu'il faut faire un ISF climatique à l'échelle de la planète ou en France ? Vous me ferez jamais. Où en France ? Alors, vous me ferez jamais bondir. Même sur l'ISF. Je le disais hier. Non, parce que oui, pour ces sujets-là, il faut une taxation internationale. Moi, pourquoi j'ai supprimé une partie de l'ISF en France ? Parce qu'on était quasiment les seuls à le faire. Il faut un ISF climatique mondial ? Je pense qu'il faut une taxation internationale qui finance cela. Mais vous savez, je le disais hier en plaisantant à certains de nos amis, nous, on est à la frontière technologique en matière de taxation en France. On a dit il faut taxer les transactions financières. La France l'a fait. Nous, on a une taxe sur les transactions financières. Qui d'autre l'a fait autour de nous ? Quasiment personne. Ça ne marche pas quand on le fait tout seul, parce qu'on est puni, les flux financiers vont ailleurs. Donc la taxe sur les transactions financières pour financer la lutte contre la pauvreté ou le climat, je suis pour, ça tombe bien, nous on l'a déjà fait. Deuxième chose, on nous dit qu'il faut une taxation sur les billets d'avion. Il y a eu un rapport, Jean-Pierre Landau est mon représentant particulier, on le fait en France, qui d'autre le fait ? Ça ne marche pas quand on le fait tout seul, parce qu'on ne lève pas assez d'argent et on se pénalise. Moi je veux bien qu'on massacre nos compagnies aériennes et qu'elles aillent toutes dans les pays du Golfe pour faire de l'argent, ça ne marche pas. Troisième proposition. Et je félicite la mobilisation de l'Organisation maritime internationale. Le secteur du transport maritime n'est pas du tout taxé. C'est un des seuls. C'est une très bonne chose, il faut le taxer. Mais pas que les acteurs français. Il faut taxer les Français, les Européens du Nord, les Chinois. Qu'est-ce qui marche ? C'est quand il y a une mobilisation internationale comme celle qu'on a fait sur la taxation. Donc la France ne donnera pas l'exemple sur l'ISF climatique. Non, mais la France, elle a déjà donné l'exemple sur tous les impôts. On est un des pays qui taxe le plus au monde. On doit donner l'exemple en mobilisant comme on l'a fait sur la taxation minimale. Et donc moi, j'appelle à la mobilisation. Aidez-nous à aller chercher tous les pays qui aujourd'hui n'ont pas de TTF et qui aujourd'hui n'ont pas de taxation sur les billets d'avion. Et aidez-nous à mobiliser à l'Organisation maritime internationale en juillet pour qu'il y ait une taxation internationale avec la Chine sur le transport maritime. Aussi vrai qu'on disait il y a un siècle, le socialisme dans un seul pays, ça ne fonctionne pas, pour reprendre un temps communiste, eh bien la taxation internationale dans un seul pays, ça ne marche pas, parce que ce n'est pas une taxation internationale et ça pénalise ce pays. Mounia Daoudi, RFI. Donc en tout cas, juste pour mobiliser le secteur privé, l'autre point, c'est oui, créer une taxation internationale pour l'affecter. C'est ça dont on a besoin. Monsieur le Président, il y a un grand absent à ce sommet de Paris, c'est la Russie.
Est-ce que vous pouvez avancer sur l'agenda que vous portez sans l'un des acteurs majeurs, l'un des plus grands producteurs d'hydrocarbures au monde? Alors oui, parce qu'ici on est sur un agenda qui vise justement à dire quoi? On ne doit pas choisir entre climat et lutte contre la pauvreté, biodiversité. Chaque pays doit être respecté dans son chemin. Il faut mettre plus d'argent public et il faut mobiliser le financement privé. C'est ça les conclusions principales de ce sommet, avec derrière plein de mesures très concrètes. Bon. On a besoin de qui pour ça? On a besoin des États-Unis, de la Chine, du G20, des grands émergents et des pays les plus pauvres. Ils sont tous là. Et donc, le G77, qui est le groupe qui représente tous ces... La Russie est dedans. Et là, à plusieurs égards, la Chine, qui est un de ses membres éminents, présente, mais surtout le président cubain était avec nous, il s'est exprimé hier, il a la présidence du G77. Donc qu'est-ce que dit ce sommet? L'isolement de la Russie. Est-ce qu'il faut reprendre le dialogue avec la Russie? Mais je pense qu'il faut d'abord que la Russie arrête la guerre, accepte de respecter le droit international. Ça, c'est un fondement. Ça veut dire, par exemple, si Vladimir Poutine vous appelle demain matin, vous décrochez ou pas? Bien sûr que je décroche. Oui, toujours. Mais vous ne l'appellerez pas, vous? Je n'ai pas de raison de l'appeler aujourd'hui. Il y a une contre-offensive ukrainienne. Le temps viendra, je l'espère, de négociations aux conditions de l'Ukraine. Par contre, s'il m'appelle pour proposer quelque chose, je prendrai, parce que la France a toujours été une puissance facilitatrice et de médiation. Mais il faut être clair, aujourd'hui, la reprise du dialogue n'est possible que s'il y a un respect du droit international, qui est le seul qui nous permet de vivre en paix. Par contre, vous avez raison, la Russie, mais comme d'autres grands pays qui sont ici présents, le Nigeria est un très grand producteur d'hydrocarbures. Il est là, c'est 250 millions d'habitants sur la planète. L'Inde est un grand pays qui raffine les hydrocarbures. L'Arabie Saoudite est ici présente. Et donc, non mais je dis ça, tous ces pays, on doit les accompagner dans une transition. La Russie devra en faire partie. Pour moi, le fondement, c'est que les pays dont on a besoin pour faire ces changements sont tous là. Pour vous, Monsieur le Président, la Russie est-elle aujourd'hui un ennemi, notamment en Afrique? Écoutez, j'aime pas ces termes qui sont définitifs parce que la diplomatie, c'est pas ça. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la Russie s'est mise de son propre chef dans une situation qui est de ne plus respecter le droit international, de redevenir, au fond, l'une des seules puissances coloniales du XXIe siècle, en menant une guerre d'empire auprès de son voisin l'Ukraine. Et c'est une puissance de déstabilisation de l'Afrique à travers des milices privées qui viennent faire de la prédation, des exactions sur les populations civiles, comme cela a été documenté par les Nations Unies en République centrafricaine, à travers la milice Wagner. Donc je pense que par les choix aujourd'hui qui sont les siens, la Russie ne joue pas un rôle bénéfique pour la communauté internationale. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis sur France Info. Je montre toujours des petits graphiques. Non, c'est très intéressant. On pourra vous le donner à vos auditeurs. Mais quand on parle de climat et de développement, c'est fait par l'AFD. Oula. Non, c'est très bien, on vous le laissera. Oui, mais ça montre où est l'enjeu. L'enjeu, c'est que, vous voyez, nous, on est dans ces catégories-là. On est les très développés, les plus riches, et on est aussi ceux qui polluent le plus. L'enjeu, c'est de réussir, au fond, à ce que, entre les pays riches et les émergents, il y ait un accord. Si on arrive à ce que l'Inde, le Nigeria, la Chine puissent se développer sans polluer, on gagne la bataille de la planète à l'échelle internationale. Et c'est aussi pour ça que les pays en développement et les pays les plus pauvres, il faut les aider sur la lutte contre la pauvreté, mais ils sont très loin d'être les grands émetteurs. La clé, elle est nous baisser nos émissions et elle est permettre aux grands émergents d'avoir leur développement sans augmenter leurs émissions. C'est pour cette raison que vous avez souhaité participer au sommet des BRICS? Exactement, c'est un point clé. Et c'est pour ça qu'on fait ces accords de partenariat pour la transition, avec déjà l'Afrique du Sud, maintenant avec le Sénégal, j'espère demain avec le Nigeria, j'ai proposé avec le Brésil. La clé pour la planète, elle est là. Il faut se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est un accord entre les pays riches et les émergents. Et la deuxième chose essentielle, c'est sortir du charbon avant toute chose. Juste pour remettre un peu les... Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, pardon de nous avoir interrompu. Merci à vous de nous avoir suivis sur France Info, RFI et France 24. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci.
Emmanuel Macron sur France 24, RFI et France Info. La clé pour la planète, elle est là, a dit le président français en montrant une infographie à la toute dernière minute de cette interview qu'il nous a accordée autour de ce sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Il a été question de beaucoup de choses, du rôle de la France dans cette transition énergétique. Il a été question également de la restructuration de la dette, beaucoup question du Sénégal, de la Zambie. Il a été question également, c'était un pas de côté, mais en même temps, tout est lié de la guerre en Ukraine, de la position actuelle de la Russie. Et Stéphane Treyer, Gauthier Ribinski, Axel May, préséance à l'invité comme tout à l'heure. D'abord, vous, Stéphane Treyer, qu'est-ce que vous retenez de cette intervention d'Emmanuel Macron ? Moi, ce que je retiens de cette intervention, c'est l'accent mis sur essayer de montrer les effets concrets de ce sommet. Et il me semble que c'est important de pouvoir montrer des éléments qui ont touché des pays particuliers. La restructuration de la dette de la Zambie est un élément extrêmement important. La Zambie est un des pays qui est en train de construire son décollage économique et qui a des institutions démocratiques très importantes. Et la Zambie était obligée de couper dans son capital social, j'allais dire, dans ce qu'elle était en train de construire dans ses institutions, parce qu'elle ne pouvait plus payer ses professeurs, ses instituteurs, ses médecins. Et donc soutenir la Zambie est extrêmement important. Le deuxième point que je retiens très fort, c'est pas seulement un sommet sur le climat. Et en fait, on a navigué dans cet entretien entre les deux discussions. Les pays du Sud nous disent, mais le problème, c'est pas les pays les moins avancés et les plus vulnérables nous disent, le problème, c'est pas tant qu'on a des investissements pour financer des choses qui soient pas bonnes pour la transition écologique et qu'on a du mal à financer la transition écologique, c'est que les investissements ne viennent pas dans nos pays. Les investisseurs du Nord sont plus attirés par les taux d'intérêt élevés qui remontent dans les pays du Nord et ils viennent plus dans ces pays-là. Et donc c'est la question du développement tout court qui est ici. Ce qu'elle a dit sur la réallocation des DTS, les fameux droits de tirage spéciaux du FMI, c'est rassurant ? C'est rassurant, mais c'était la base. Il fallait absolument que cette promesse faite déjà il y a quelques années de 100 milliards de droits de tirage spéciaux réalloués vers les pays du Sud, canalisés vers les pays du Sud, qu'elle soit tenue, qu'on voit les chiffres derrière tout ça. Mais les pays du Sud ont plein de questions. La Banque africaine de développement avait organisé un mécanisme potentiel avec le Royaume-Uni pour que ces droits de tirage spéciaux ne passent pas par le FMI, mais par la Banque africaine de développement, ce que beaucoup des pays africains demandent. Or, les banques centrales, pour des raisons à la fois comptables, juridiques et macroéconomiques, disent on ne peut pas faire ça. Et donc on a encore beaucoup de chemin pour que les pays du Sud disent ok, on veut que ces financements-là arrivent chez nous et ce n'est pas encore tout à fait garanti. Il a dit que la Banque mondiale et le FMI changent complètement de logique, sauf qu'on n'a pas entendu comment ce changement de logiciel est en train de s'opérer. C'est moi ou... Non, on n'a pas entendu comment, mais vous voyez bien qu'on est dans un moment extrêmement compliqué où il faut à la fois montrer l'ambition politique et les engagements politiques. J'allais dire le fait que tous ces chefs d'État donnent une mission de dire vous avez messieurs des directions générales du Trésor de la planète, vous nous dites toujours que c'est pas possible. On vous donne la mission de trouver la solution. Donc on a cet engagement politique très fort. Et en dessous, on a des discussions extrêmement techniques. Et donc on pourrait ici essayer de rentrer dans cette discussion, mais c'est évident que le président de la République française ne va pas donner les détails de tout ça. Il y a évidemment des questions qui ont été lancées depuis plusieurs années dans le cadre du Capital Adequacy Framework, donc en gros le cadre d'adéquation du capital. C'est en gros le cadre de risque que peut prendre la Banque mondiale pour dire essayez de changer la manière dont vous allez opérer. Aujourd'hui, ce qu'on a entendu avant ce sommet, c'est que dans les assemblées de printemps de la Banque mondiale, on allait changer le taux de couverture du risque par le capital entre ce qui est les fonds propres et les prêts pour le baisser de 20 à 18%. Donc prendre plus de risques, ça permettait d'avoir 5 milliards par an plus sur la table, alors que ce dont on parle, c'est 1000 milliards. Donc vous voyez que pour l'instant, on n'est pas dans un changement de modèle qui est suffisant. Ce que j'ai entendu, c'est on va vous obliger, messieurs les argentiers, à trouver une solution. Sébastien Treyer, directeur général de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Je vous propose qu'on réécoute ce qu'a dit Emmanuel Macron tout à l'heure sur ce combat conjoint entre la pauvreté et le climat. Il est un peu revenu sur ce qu'il avait dit hier, à savoir que les pays ne devraient pas avoir à choisir entre la lutte contre le réchauffement climatique et la lutte contre la pauvreté. On l'écoute, on se retrouve dans quelques secondes. Personne ne peut réussir si on ne gagne pas ce combat conjoint pauvreté-climat. Et moi, je pense qu'on ne peut pas choisir. Les pays du Sud sont des réserves de biodiversité et aussi des poumons pour la planète. Monsieur le Président. Et donc en particulier nos forêts. C'est pour ça que le grand fonds qu'on lance pour les forêts est clé. Et donc on doit faire les deux en même temps, comme dirait l'autre. En même temps, comme...
dirait l'autre, Emmanuel Macron, qui se paraphrase en quelque sorte lui-même, hein, parce qu'il est l'architecte du en même temps. Petite blague mise à part, 1 euro public face à 1 euro privé dans la lutte contre le réchauffement climatique, Axel May. Et qu'est-ce que vous retenez de ce qu'a dit le président français tout à l'heure? C'est qu'effectivement, il faut faire davantage appel au secteur privé, mais la difficulté, c'est, il a insisté sur cette problématique, c'est que le secteur privé, il n'est pas là en tant que bienfaiteur, il a besoin d'avoir un retour sur investissement, et donc dire au secteur public, il faut que vous accompagniez ce secteur privé, que vous lui permettiez d'investir, et qu'il puisse, ce secteur privé, une fois qu'il se sentira en confiance, eh bien éventuellement avoir un retour sur investissement. Donc là aussi, c'est l'un des éléments qui fait partie de cette rénovation de l'architecture financière mondiale qui est mise en place, qui est mise en avant lors de ce sommet. C'est l'un des éléments importants qui a été souligné par le président de la République. Gauthier Rybinski, sur ce qu'a dit Emmanuel Macron autour du rôle de la France. Il s'est décerné un satisfait, normal. Nous respectons nos engagements. Il a dit en quelque sorte que la France fait plus, fait mieux, en tout cas que beaucoup d'autres. Il prêche pour sa paroisse, il est dans le vrai? Bien sûr. Qui ne prêcherait pas pour sa paroisse en pareille circonstance? Mais pourquoi pas? C'est vrai que ce qu'il a rappelé, c'est que la France est responsable de 1% des émissions mondiales. Il est évident qu'il y a, compte tenu de la situation de la France, notamment par rapport aux pays africains, il y a quelque chose qui relève du rattrapage. Et du rattrapage pour montrer que la manière dont la France a été contrainte de se retirer d'un certain nombre de pays africains, même si c'était l'armée, la puissance militaire, au fond, c'était une erreur de la part des pays qui l'avaient fait, puisque, et là il fait allusion à ce qu'est le néocolonialisme russe, et là on peut pas le dénier. Il y a un néocolonialisme qui est de nature russe, puisqu'il s'agit de capter non seulement les richesses d'un pays, mais surtout d'étouffer sa culture, comme l'a fait le colonialisme français ou autre d'antan. Donc là, il y a une justification de l'action française, même si précisément le fait que la France soit la France, c'est-à-dire à la fois puissance moyenne et puissance ayant un passé chargé sur le plan colonial, même si cela peut être de nature à, disons, à gripper le mécanisme à l'égard de certains pays qui ont eu à souffrir de ce colonialisme. Mais en même temps, ce qui est très intéressant dans cette démarche, ce qui est très intéressant dans cette démarche, c'est qu'elle vise à rétablir la primauté du politique. Vous savez qu'on est dans un monde aujourd'hui, précisément, où on dit non, les lois de l'économie sont telles que vous, chef d'État, président d'un gouvernement, vous ne pouvez pas, et vous ne devez pas intervenir avec une volonté politique, c'est-à-dire avec un projet, une vision de l'avenir. Et là, il y a quelque chose qui est, je l'espère, on verra ensuite, mais qui est en train de se passer sur la réhabilitation justement de l'action politique. D'une certaine manière, et je m'arrêterai là, c'est aussi ce qui se passe en Ukraine, où vous avez tout simplement un président qui dit: on nous dit que la puissance à côté est majeure et qu'il faut, la Russie, et qu'il faut se coucher, qu'il faut se plier. Non, moi je dis sur le plan politique, c'est inadmissible. Alors, si ça peut avoir fait école, je doute que ça soit exactement cela, mais si ça peut avoir fait école, oui, c'est intéressant, parce que ça veut dire aussi que l'on donne en quelque sorte un ordre, notamment aux institutions financières internationales, en leur disant que, bon, comme disait Axel à l'instant, elles ont besoin de garanties. Eh bien, la puissance publique s'engage à leur donner les garanties, mais en échange, ces instances fonctionnent en fonction précisément de l'intérêt que dégagent les participants à ce sommet. Sébastien Treyer, sur ce qu'a dit Emmanuel Macron de la France. La France a un effet d'entraînement de la planète. Vous y souscrivez ? En fait, juste avant ce sommet, les pays d'Europe en particulier, mais d'autres pays du Sud, disaient pourquoi la France crée encore un nouveau sommet. Et en fait, je pense que ce sommet aurait pu avoir encore plus d'effets concrets si la France n'avait pas eu besoin de passer 4 ou 5 mois sur les 6 mois qu'elle avait à essayer de déminer et de faire comprendre ce qu'elle cherchait à faire. Ce qui me semble absolument important, c'est, je pense aujourd'hui, il faut essayer de voir ce sommet, si possible, pas comme un sommet français, mais
comme un sommet dont on avait besoin. Il faut absolument qu'on lance aujourd'hui la commande politique dont parlait Gauthier Winsky ici, en disant il faut que les pays de la planète, que Lula soit là et qu'on lance cette ambition de réformer le système financier international de manière très forte. Et si la France ne l'avait pas fait, ça aurait manqué. Et donc c'est ça que je trouve qui est important de voir. Moi j'ai discuté avec des collègues au ministère des Finances brésiliens qui ont commencé par me dire mais en fait vous nous volez tout l'intérêt de notre présidence du G20 l'année prochaine, on ne comprend pas ce que vous voulez faire. Ça a été très difficile de faire comprendre ce que la France voulait. Je pense qu'aujourd'hui le Brésil peut se réjouir d'avoir ici des formes d'accélération qui ont été données pour que le G20 brésilien l'année prochaine puisse recueillir les fruits d'un certain nombre de ces sujets. Merci beaucoup Sébastien Treillard. Nous partons Palais Brongniart, rejoindre Tarek Kaye qui va suivre la deuxième journée de ce sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Bonjour Tarek. On a écouté Emmanuel Macron tout à l'heure. Comment se présente la deuxième partie de ce sommet, la deuxième journée? Qu'est-ce qui est à l'agenda? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Oui, ce que je peux vous dire, c'est que ces délégations en fait, de chefs d'État et de gouvernement continuent à arriver ici au niveau du Palais Brongniart. La cérémonie de clôture débutera dans peu de temps avec une photo de famille qui sera très symbolique pour ce sommet, disons, unique en son genre. Cette cérémonie de clôture sera suivie par une conférence de presse très attendue avec, on s'attend à beaucoup d'annonces comme on a déjà eu un petit aperçu lors de cet entretien que nous a accordé le président de la République. Donc Emmanuel Macron sera avec à ses côtés le président kényan, la présidente ou le président de la Banque mondiale, la directrice générale du Fonds monétaire international, ainsi que la secrétaire du Trésor des États-Unis. Il faudrait rappeler que toutes ces annonces qui auront lieu ici n'ont pas de format contraignant, puisque ce sommet est plutôt une sorte de plateforme pour donner un élan politique à toutes ces idées dont il est question depuis hier. D'après ce qu'on a pu entendre par la bouche du président de la République, on peut s'attendre donc à des décisions, à une sorte de feuille de route sur laquelle se pencheront les chefs d'État et les organisations internationales lors des prochains rendez-vous internationaux comme le G20 ou la COP. On peut s'attendre donc à des annonces concernant la restructuration de la dette. On peut s'attendre à une taxe carbone sur l'industrie maritime. Mais il y a peu de chances d'entendre dire que la taxe sur les transactions financières puisse aboutir. On entendra forcément parler de la DTS, donc droit de tirage spéciaux avec 100 milliards d'euros par an, ainsi que plus de financement qui soit public, comme l'a dit le président, 1 euro public pour 1 euro privé, et plus de financement privé et plus d'argent donc venant du FMI et de la Banque mondiale. Donc toutes ces annonces auront lieu ici même d'ici 2 heures donc au Palais Brongniart. Palais Brongniart où continuent d'arriver les chefs d'État et de gouvernement. Ici, le président tunisien, on a vu passer tout à l'heure le chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo. Emmanuel Macron, il y a quelques instants, a accordé un entretien exclusif. Merci Tarek, à la rédaction de France 24, celle de RFI et celle de France Info. Stéphane Ballon de chez nous, France Info, Marc Fauvel pour France Info et Mounia Daoudi de RFI. Je vous propose qu'on réécoute ce qu'a dit le président français autour de la restructuration de la dette, véritable serpent de mer. Hein, je parle sous le contrôle de notamment Sébastien Treillard qui est en plateau avec nous. On écoute ce qu'a dit le président français sur la restructuration de la dette. Axel May, Gauthier Ribinski au commentaire dans quelques secondes. Notre approche du financement des économies en Afrique n'est plus le bon. Donc oui, on doit restructurer les dettes beaucoup plus fortement pour permettre de redémarrer. Simplement, il faut que tous les pays les plus riches, la Chine incluse, soient autour de la table. 2, on doit mieux rémunérer les trésors de biodiversité qu'il y a en Afrique, en Amérique latine et en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, ces fameuses forêts tropicales. Et ensuite, oui, nous devons accepter de dépenser plus. On doit mieux mobiliser, et c'est une des conclusions très pratiques de ce sommet. La Banque mondiale et le FMI changent complètement de logique. Axel May, restructurer la dette, oui, mais on a entendu dans la voix d'Emmanuel Macron que, allez, le géant chinois n'est jamais loin. Il a adressé quelques pics, entre guillemets, à la Chine, obligée en quelque sorte de restructurer la dette de la Zambie.
Oui, la Zambie, je regardais les chiffres de cette dette zambienne, c'est 33 milliards de dollars selon le ministère des Finances de Zambie. Et puis la dette là, qui va être restructurée, c'est concernant des prêts bilatéraux de la part de créanciers publics et c'est autour de 6,3 milliards. Et sur ces 6,3 milliards, il y a 2 tiers qui sont détenus par la Chine. Donc vous êtes forcément obligé de trouver un accord avec la Chine pour restructurer cette dette. D'ailleurs, en introduction, en propos préliminaire de son discours, de son intervention sur France 24, le président de la République a dit la pluralité est représentée et il a bien cité le Premier ministre chinois qui était présent, qui est présent à ce sommet. Donc voilà, quand l'exemple de la Zambie, mais peut se retrouver sur d'autres pays qui ont besoin de restructurer leur dette est assez frappant. Sur les 6,3 milliards qui doivent être restructurés, 2 tiers détenus par la Chine. Et puis à noter qu'il y a quasiment autant, et ça n'a pas encore été acté, autant de dettes, 6 milliards qui sont détenus par des créanciers privés et qui sont appelés aussi à être restructurés. Gauthier Rybinski, sur le grand absent de ce sommet, la Russie. Que retenez-vous de ce qu'a dit Emmanuel Macron ? D'une part, le fait que, évidemment, la Russie s'exclut d'elle-même. Elle s'exclut d'elle-même parce que, précisément, l'invasion de l'Ukraine, le fait aussi, et ça c'est important de le souligner, le fait que la Russie est un bras armé via des milices privées comme Wagner en Afrique, ne joue absolument pas ni dans la prise de conscience de l'importance de ce qu'est la restructuration des dettes, mais aussi finalement des questions de gouvernance, comme on disait il n'y a pas longtemps, et que d'une certaine manière, au fond aussi, la Russie qui a besoin un maximum en ce moment pour soutenir son effort de guerre, de vendre des hydrocarbures, en quelque sorte elle joue contre cette prise de conscience. Ce qui n'est pas nouveau, d'ailleurs. Ce qui n'est pas nouveau, puisque, au fond, ce qu'a fait la Russie, notamment depuis Poutine, c'est d'ancrer une sorte de monoculture des hydrocarbures, de sorte que la Russie ne produit quasiment rien d'autre, et que, précisément, le pays est fortement dépendant, sauf ses élites, le pays est fortement dépendant du prix des hydrocarbures. Donc ça, c'est pour la Russie, c'est important de dire effectivement qu'il y a ce colonialisme russe, on ne peut pas l'appeler autrement, et que là aussi, la Russie, d'antan, n'a jamais fait grand cas des questions qui sont traitées aujourd'hui, pas uniquement de l'environnement, mais aussi du développement, pour rejoindre ce que disait M. Treyer tout à l'heure, c'est-à-dire que le développement, malgré l'affichage et la façade que l'Union soviétique et la Russie ont donné à leur coopération ou leur collaboration avec l'Afrique et d'autres pays, ça n'était que des volontés d'exploitation de ces pays. Emmanuel Macron, ce qu'il dit de la Russie, la preuve par le son et l'image, je vous propose, monsieur, qu'on le réécoute, on se retrouve dans quelques secondes. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la Russie s'est mise de son propre chef dans une situation qui est de ne plus respecter le droit international, de redevenir, au fond, l'une des seules puissances coloniales du XXIe siècle, en menant une guerre d'empire auprès de son voisin l'Ukraine. Et c'est une puissance de déstabilisation de l'Afrique à travers des milices privées qui viennent faire de la prédation, des exactions sur les populations civiles, comme cela a été documenté par les Nations Unies en République centrafricaine, à travers la milice Wagner. Donc je pense que par les choix aujourd'hui qui sont les siens, la Russie ne joue pas un rôle bénéfique pour la communauté internationale. Emmanuel Macron qui était sur nos antennes il y a quelques minutes. Sébastien Treyer, je reviens vers vous pour 2 éléments. Ce qu'a dit Emmanuel Macron sur la fameuse taxe carbone orientée vers les transports maritimes. Également ce qu'il a dit sur le fait qu'il faille mieux rémunérer et, ce qui se fait au niveau de la biodiversité dans des pays du Sud comme le Brésil. On n'a pas trop bien compris. Alors, déjà sur la taxe maritime, entre guillemets, qu'est-ce que vous avez retenu ? En fait, sur la taxe maritime, il faut voir que ce sommet ne va pas être le moment décisif puisque c'est une décision de l'Organisation maritime internationale. Mais parmi tous les projets de taxes, de mécanismes de taxation financière internationale qui ont été évoqués et explorés pendant les 6 mois de préparation du sommet, c'est le seul qui a une fenêtre d'opportunité politique et qui pourrait marcher. De manière intéressante, c'est les îles Marshall, qui sont un grand pavillon de la navigation, et donc il y a beaucoup de revenus issus du transport de conteneurs internationaux, qui portent ça parce que c'est aussi un pays très vulnérable. Donc on a là vraiment un champion qui peut faire marcher ce dispositif, et il s'agirait qu'une taxe sur le carbone, c'est-à-dire sur le contenu des carburants fossiles utilisés par la navigation, que cette taxe-là soit en partie utilisée pour décarboner l'industrie,
de la navigation, et qu'une partie soit dédiée à l'aide aux pays les plus pauvres. On parle de quel montant environ, allez, pour qu'on se projette un peu? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir dans mes fiches le bon montant, mais je crois qu'on est de l'ordre de 60 milliards par an, quelque chose comme ça. Et donc, ce n'est pas du tout négligeable. C'est pas ça qui va... on n'est pas encore à la hauteur des 1000 milliards, mais je pense que c'est une contribution importante qui pourrait exister. Bon, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à mon avis, cette taxe, c'est celle qui a le plus de chances de pouvoir aboutir à quelque chose de concret pour les pays du Sud dans l'année. Il faut évidemment, pour moi, que ce sommet de Paris soit le début d'un processus de Paris, où on se revoit encore dans 6 mois, dans 1 an, où on passe le bâton, le témoin aux Brésiliens pour se dire, on continue à se poser la question, quels autres mécanismes de taxation financière internationale faudrait-il mettre en place? Et le président Macron l'a indiqué, la taxe sur les transactions financières aujourd'hui n'est pas appliquée en dehors de ce que peut faire la France sur le sujet. Et en fait, ça, c'est une vraie question qu'il faudrait continuer de mettre à l'agenda. J'espère que ce n'est pas uniquement la France qui va la porter, parce qu'il y a aussi cette fatigue de la France prenant toujours des initiatives toute seule. Et si on arrive à embarquer d'autres pays pour dire c'est ce sujet-là, il faut que d'autres pays le portent dans les années qui viennent, parce que sans une taxation sur les transactions financières à l'échelle internationale, on n'aura pas les ressources financières suffisantes et on n'aura pas fait basculer le système financier dans le bon sens. Je pense que là, il faut trouver 2 nouveaux champions. Ça va être pour moi ce que je vais scruter ce matin, c'est est-ce que des pays se déclarent champions de l'un de ces sujets et qu'on ne fait pas porter toute la responsabilité sur la France qui, d'une certaine manière, de toute façon, est un peu fatiguée après l'organisation de ce sommet et qui, toute seule, n'aura pas la capacité à embarquer suffisamment. Parlons de champions. Quand il dit, Emmanuel Macron, qu'il faut restructurer la dette, mais dans un schéma OCDE, est-ce qu'il n'exclut pas d'emblée des géants comme la Chine? Alors moi, j'ai écouté avec attention ce moment-là, comme vous. Je pense que ce à quoi il veut faire référence, c'est le fait qu'on a déjà des normes qui ont été sur comment faire une bonne restructuration de la dette, et il suggère que les normes ne soient pas réinventées et qu'on utilise celles de l'OCDE. Mais vous avez raison de le souligner, la Chine n'est pas membre de l'OCDE et elle avait créé avec sa initiative des nouvelles routes de la soie des formes de normes et standards parallèles, alternatifs à ceux de l'OCDE. Et donc là, je pense que sur ce sujet-là, il faut évidemment promouvoir des normes qui sont déjà efficaces, mais essayer de trouver des points de rencontre avec la Chine. Gauthier Benki, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, d'où, à mon avis, l'affirmation par Emmanuel Macron de l'importance du contact avec les émergents, avec les BRICS, avec les nouveaux émergents. C'est-à-dire à la fois, je pense, sur le plan environnemental, être encore plus rapproché d'une convergence, c'est-à-dire aider ces pays à sortir du charbon, et on sait qu'en ce qui concerne la Chine, ça n'est pas une mince affaire, et aussi, si possible, d'arrimer politiquement ces pays qui, on l'a vu, majoritairement, vous allez dire que j'en fais une obsession, mais qui, dans l'affaire ukrainienne, sont très près de Moscou. Certains parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. À l'instant, pardonnez-moi, on va arriver à l'image, pour ceux qui prennent le train en cours de route, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi reçu par Catherine Colonna. Gauthier. Oui, donc si vous voulez, je crois qu'il y a ça aussi comme importance, parce qu'il y a cette crainte, et elle est en partie justifiée, que ces pays émergents, avec la puissance qu'on leur prête ou qu'on leur prêtera à l'avenir, soient aussi des éléments de déstabilisation par le soutien idéologique, commercial, contraint, forcé, libre, tout ce que vous voulez, à un certain nombre d'autres puissances qui sont déstabilisantes également. Donc là, il y a, et notamment ce qui est pas mal, le hasard fait bien les choses, c'est que l'importance que va prendre le Brésil, quand on voit par exemple les déclarations qui ont été celles de Lula à propos du conflit en Ukraine, qui sont assez infamantes à l'endroit de la cause ukrainienne, c'est quelque chose qui peut faire partie de la corbeille s'il y a un mariage, de la corbeille du marié ou de la mariée, parce que les BRICS, non seulement sont des pays émergents sur un plan financier et commercial, mais Patrice Talon est en train d'arriver, le président du Bénin. Continuez. Voilà, non, mais j'avais fini. Parce que nous sommes en direct. Alors, voilà. Sur ce qu'a dit Emmanuel Macron, allez, parmi les déclarations qu'il fallait retenir, il y en a quand même un certain nombre, il a dit qu'il faut sortir les grands émergents du charbon, référence bien entendu à des pays comme la Chine et à des géants comme l'Inde, sur la restructuration de la dette. Vous en parliez tout à l'heure, du Brésil bien entendu. On peut écouter peut-être ce qu'il a dit d'un pays comme le Sénégal, l'un des 2 pays avec la Zambie, qui a pu obtenir quelques gains financiers à ce sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui en est à son 2e et dernier jour.
Je vous propose qu'a dit tout à l'heure sur notre chaîne Emmanuel Macron. On se retrouve dans un instant avec Axel May, Gauthier Ribinski, Stéphane Treyer pour les commentaires. C'est un accord qui vise à leur permettre d'avoir une transition qui produit, qui crée de la richesse, et donc aussi de l'électricité pour produire, et qui réduit les émissions. Le Sénégal s'engage à avoir 40% d'énergie renouvelable dans son mix. Mais il va développer du gaz. Pourquoi? Parce que le gaz est une énergie de transition et on sait que la planète en aura encore besoin pendant des décennies. Ce qu'on veut faire, c'est on veut sortir les grands émergents du charbon. Ça, c'est la priorité si vous voulez gagner la bataille du climat. Et on veut permettre aussi aux pays de se développer de la meilleure manière possible. Pour le Sénégal, ça va être le gaz et d'accroître le renouvelable. Axel May, on a entendu Emmanuel Macron sur le Sénégal, c'est un peu le en même temps. Hein. On dit aux Sénégalais, en substance, vous me corrigez si je me trompe, et c'est important que vous réussissiez votre transition énergétique avec ce que vous avez à disposition, mais pas uniquement. On va vous aider avec des éléments supplémentaires. C'est bien cela. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, je crois, en début d'émission spéciale. C'est les complexités de cette transition énergétique qui sont illustrées par le Sénégal et que vous venez de résumer. On va vous aider à vous développer, mais il ne faut pas que vous vous développiez avec trop d'énergie polluante. Et en même temps, on ne peut pas vous interdire d'utiliser votre gaz. Une fois que vous avez dit ça, vous avez un petit peu résumé la complexité de la situation avec des pays qui surtout rappellent aux pays les plus riches, vous n'êtes pas gêné pour vous développer sans faire attention à la planète. Et maintenant, même si vous dites on va vous aider un petit peu, vous nous bridez un peu vous nous bridez quelque peu sur nous, la manière dont on a besoin pour se développer. En préparant cette émission, je suis tombé, Sébastien Treyer, sur une déclaration que vous avez faite sur les fameux actifs échoués. Hein. Et alors, qu'on se comprenne bien, on dit en substance à des pays du Sud, vous voulez vous développer avec les ressources que vous avez, vous voulez mettre les moyens pour cela, qui peuvent être nombreux, importants, sauf que peut-être, à un certain horizon, N+10, N+15, peut-être que ces moyens que vous aurez mis en œuvre ne serviront pas à grand-chose parce que ces actifs que vous aurez engagés ne seront pas si utiles que ça au-delà de cet horizon. C'est ce qu'on appelle les fameux actifs échoués. En fait, sur le cas du Sénégal, c'est une discussion qu'on a avec les collègues de Enda Energy, qui sont une ONG spécialisée dans l'électrification rurale et l'accès à l'énergie sénégalaise, et qui fait des modèles macroéconomiques. La discussion est la suivante. Si ce que dit le président Macky Sall depuis un certain nombre d'années, c'est pas tant le gaz pour l'accès à l'énergie au Sénégal, mais le gaz pour obtenir du cash. C'est le gaz pour le vendre à Olaf Scholz, qui est venu le lui demander, pour pouvoir avoir plus de financement. Et donc, en partie, le pari, c'est de se dire, est-ce que, en développant les ressources en gaz actuellement au Sénégal, ça va prendre un certain temps avant de pouvoir les mettre en production et ensuite les vendre aux pays européens qui, pendant ce temps-là, sont en train de sortir du gaz. Est-ce que ce développement ne va pas venir à contre-temps? Et donc, ce que fait Enda Energy au Sénégal, c'est une modélisation de scénarios, de macroéconomie pour se dire, est-ce que ça vaut la peine, et conseiller ou pas au gouvernement sénégalais de développer des grandes infrastructures d'exploitation gazière, parce qu'il est possible qu'en fait, dans 10 ans, comme vous le soulignez, ça devienne un actif échoué, c'est-à-dire une infrastructure dans laquelle on aura mis beaucoup de capital et qui ne sera plus en usage. En définitive, ne sert plus à rien. Vous êtes sur France 24, édition spéciale consacrée à ce sommet pour un nouveau pacte financier au niveau mondial. Emmanuel Macron était sur notre antenne tout à l'heure, interview exclusive. Il a répondu aux questions de Stéphane Ballon de la rédaction de France 24, de Marc Fauvel de la rédaction de France Info et de Mouniat Daoudi de RFI. Avec moi en plateau, Axel May, Gauthier Ribinski et Sébastien Treyer, directeur général de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Il a dit que ce n'était pas un sommet de plus, parce que la France, quand même, en cumule un certain nombre de ce type de rendez-vous. Qu'est-ce qui, à votre avis, messieurs, sera différent, devrait être différent à partir d'aujourd'hui? Je commence par qui? Allez, Gauthier. Je ne vais pas commencer par quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui va être différent? Bon, on va bien voir d'abord, je pense que dans un premier temps, c'est-à-dire dans une heure ou deux, cette conférence de presse permettra de voir s'il y a, comme le disait tout à l'heure Sébastien Treyer, et c'est vrai qu'il y a de bons signes, de vraies convergences parmi les pays du Sud, pour considérer qu'au fond, il y a là non seulement une convergence des pays du Sud, mais aussi que l'on peut s'entendre avec les pays du Nord, alors que ces mêmes pays du Nord ont souvent promis beaucoup de choses sans les tenir. Et si l'on veut définitivement enterrer la situation et les accords de Bretton Woods et ce qu'ils avaient provoqué, c'est finalement la conscience que
Bretton Woods scellait une sorte de suggestion, de soumission des pays du Sud à finalement la finance du Nord, et notamment par rapport aux questions d'environnement. Ce qu'on a vu pendant très longtemps, c'était les pays du Nord qui saupoudraient, c'est-à-dire qui finançaient des petites actions, des actions qui ne sont pas inutiles, mais à une échelle extrêmement limitée, comme par exemple le photovoltaïque dans un certain nombre de pays, etc. Un peu de photovoltaïque ici, un peu d'éolien là-bas, un peu de biomasse par-ci. Exactement. Bon, sur le principe, c'est pas inintéressant, mais ça n'a aucun effet de levier, comme dit Emmanuel Macron. Et puis, la question qui est vraiment intéressante, c'est de voir comment on peut, avec l'aide du privé, garantir notamment le privé contre des taux de change, parce que sinon, si le privé ne rentre pas dans ses frais, et là je cite Emmanuel Macron, il s'en va. Et donc, vous avez l'importance de cette chose-là parce que, justement, la puissance publique, compte tenu de ce qu'on lui demande de supplémentaire aujourd'hui, ne peut pas s'en sortir sans l'aide du privé. Et en quelque sorte, il faudra voir si, effectivement, par ce mécanisme de garantie, le public arrive à, ce qu'on disait tout à l'heure, à maintenir, à être donneur d'ordre politique sur les instances et les instances internationales financières, ou bien s'il y aura une reprise du privé par le privé de ses intérêts stricts auxquels eh bien, la puissance publique devra d'une manière ou d'une autre se soumettre. Et alors là, ça serait la catastrophe parce qu'on retomberait dans ce classique qui était que pour un certain nombre de pays du Sud, quand on allégeait ou supprimait leurs dettes, eh bien, il y avait la tentation d'aller voir ailleurs, et notamment la Chine, en disant, bon voilà, on est tranquille avec la dette, par exemple, que l'Europe qu'on a contracté vis-à-vis de l'Europe, et on va aller vers la Chine pour en contracter une autre. Et ça, c'est un élément qui n'a pas ajouté, c'est que quand on vous enlève votre dette, vous n'êtes pas mieux financièrement. Non, mais c'est une croyance aussi. Quand vous avez fini de rembourser, vous avez l'impression... Vous avez encore besoin d'argent. Oui, c'est évident. C'est évident, mais si vous voulez, l'allègement a un effet aussi psychologique qui n'est pas négligeable. Et puis surtout, l'idée aussi, je reviens là-dessus, mais ça me paraît important, dans la mesure où les pays du Sud, notamment africains, mais d'autres aussi, ont cette idée qu'il faut s'autonomiser, y compris politiquement, des pays du Nord, eh bien c'est tout à fait opportun de se dire quand notre dette est allégée ou effacée par les pays européens, c'est tout à fait opportun de se diriger vers d'autres qui sont éventuellement en conflit, non pas déclaré, mais en opposition avec l'Occident, comme on dit. Et ça, c'est important dans la géopolitique, parce que certains pays ont le sentiment d'avoir gagné justement leur indépendance diplomatique et politique en tournant le dos, d'une manière ou d'une autre, aux pays qui sont les anciens pourvoyeurs de fonds ou l'ancienne tutelle. À 9h21 dans cette édition spéciale, on revient sur l'une des déclarations d'Emmanuel Macron autour de ce fameux ISF mondial. Est-ce qu'il faut une taxation financière spéciale, une taxe pour les plus riches en quelque sorte, pour financer le dérèglement climatique? Je vous propose ce qu'a dit le président français. On se retrouve dans un instant. La taxe sur les transactions financières pour financer la lutte contre la pauvreté ou le climat, je suis pour, ça tombe bien, nous on l'a déjà fait. Deuxième chose, on nous dit qu'il faut une taxation sur les billets d'avion. Il y a eu un rapport, Jean-Pierre Landau est mon représentant particulier, on le fait en France, qui d'autre le fait? Ça ne marche pas quand on le fait tout seul. Donc, troisième proposition, et je félicite la mobilisation de l'Organisation maritime internationale. Le secteur du transport maritime n'est pas du tout taxé. C'est un des seuls. C'est une très bonne chose, il faut le taxer. Mais pas que les acteurs français. Il faut taxer les Français, les Européens du Nord, les Chinois. Et donc, moi, j'appelle à la mobilisation. Aidez-nous à aller chercher tous les pays qui, aujourd'hui, n'ont pas de TTF et qui, aujourd'hui, n'ont pas de taxation sur les billets d'avion. Et aidez-nous à mobiliser à l'Organisation maritime internationale en juillet pour qu'il y ait une taxation internationale avec la Chine sur le transport maritime. Sébastien Treyer, ISF mondial, oui, mais comment? Moi, je me permets de noter, le président de la République a expressément évité de dire ISF, et à mon avis pour bien dire ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire il ne s'agit pas de taxer les plus riches selon le niveau de capital ou le niveau de revenu, il s'agit, je veux dire, les personnes les plus riches, c'est ça qu'il a évité de dire, parce que ça faisait le lien avec la discussion lancée par le rapport de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz sur ce sujet-là en France. Et donc ce dont on parle, et à mon avis c'est juste de plutôt parler de ça, c'est comment est-ce qu'on peut monter des mécanismes de taxation sur un certain nombre d'objets, que ce soit des transactions financières, l'utilisation
d'exploitation de carburant et d'énergie fossile dans le maritime ou dans l'aérien, pour pouvoir avoir des revenus à caractère public plus importants à l'échelle internationale. Pour moi, c'est extrêmement important. On a vu quand même des changements très importants. L'OCDE a réussi à monter l'idée, et je crois que ça a été évoqué pendant son interview, d'une taxation sur les multinationales à 15% sur l'ensemble des pays qui allaient participer à ce mécanisme-là. Donc l'idée qu'on puisse aujourd'hui taxer l'économie mondiale, et notamment les grandes multinationales ou les flux financiers qui paraissent échapper à la souveraineté des États, ça me semble être quelque chose de très important. Ce sommet parle aussi de ça. Et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment voir. On est au début d'une conversation où on va non seulement réformer les institutions de l'aide au développement, la Banque mondiale est en fait une institution d'aide au développement, mais aussi des éléments beaucoup plus structurants qui font qu'aujourd'hui les flux financiers vont d'abord sur du spéculatif avant d'aller sur des investissements productifs. Quand c'est productif, ils vont plus au nord qu'au sud, et quand ils vont au sud, ils sont souvent plus marrons que verts. Et donc c'est l'ensemble de tout ça. C'est ces incitations financières qu'il faut changer. Parler de taxation des transactions financières, c'est pour moi mettre ça à l'agenda, même si je pense que l'un des chroniqueurs disait ça n'a pas de chance c'est votre correspondant au Palais Brongniart disait ça n'a pas de chance d'aboutir aujourd'hui. J'en suis tout à fait d'accord. Le pronostic est très réservé. Mais par contre, dans les années qui viennent, il faut qu'on mette ça à l'agenda. Moi qui allais vous demander si vous étiez optimiste sur la conclusion de ce sommet. Non, mais je suis optimiste sur la conclusion du sommet, au sens où, ce que j'espère, vous demandiez tout à l'heure, est-ce que c'est un sommet de plus ? Il ne faut pas que ça soit un sommet français de plus. Ce que j'espère, c'est qu'il y aura des déclarations politiques fortes, des chefs d'État qui sont là. Le président kényan Ruto a fait une déclaration extrêmement puissante hier, en disant, en fait, c'est l'ensemble du système financier qui va mal. Et moi, je suis pour une taxe sur les transactions financières. Et donc, voilà, il y a vraiment... J'espère que ces pays du Sud prendront la parole en disant, ce sommet est devenu le nôtre, et on va veiller à ce qu'il aboutisse à des résultats. On va